Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à notre événement Les villes africaines innovant dans la prestation des services publics, les cas de Kumasi Ghana et Kigali Rwanda. Je m'appelle Melissa Gorondi-Novak et je suis analyste en apprentissage et génération de connaissances au PNUD. C'est le 29e webinaire de notre série Solutions locales ODD, une initiative du PNUD qui vise à mettre en lumière la manière dont les gouvernements locaux et régionaux mènent la mise en œuvre de l'agenda 2030 à travers des solutions locales concrètes et spécifiques. Vous pouvez visionner les précédentes éditions sur notre chaîne YouTube ainsi que sur notre site web. Je partagerai très bientôt le lien dans le chat. Lors de ce webinaire, nous sommes particulièrement fiers de lancer 2 guides issus du Global Mayor Challenge, une initiative soutenue par le PNUD. Ces guides présentent les cas de Kumasi et Kigali et proposent des solutions étape par étape pour aider d'autres villes à innover dans la prestation des services publics. Quelques indications méthodologiques. Nous proposons une interprétation simultanée en anglais, français et espagnol. Pour y accéder, cliquez sur le petit globe en bas à droite sur votre écran et sélectionnez la langue de votre choix. N'hésitez pas à utiliser le chat pour vous présenter, poser des questions ou partager vos propres expériences. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous présenter nos intervenants distingués. Joshua Tété Norté, superviseur du projet Kumasi Global Mayor Challenge, et Monsieur David Musonra, superviseur du projet Kigali Global Mayor Challenge, et enfin notre modératrice Assa Johnson, chef de l'Alliance mondiale des partenariats entre opérateurs d'eau au sein de la section des services urbains de base d'ONU Habitat. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre aujourd'hui. Nous attendons avec impatience une session inspirante. Bienvenue à ça, la parole est à vous. D'animer cette séance. Pour encadrer la discussion avant de passer aux exemples de Kimasi et Kigali, peut-être ceux parmi vous qui se sont joints à nous sur ligne sont conscients des problèmes auxquels nous faisons face dans les villes africaines et dans d'autres parties du monde en ce qui concerne garantir l'eau, le service sanitaire pour tout le monde. Quelques statistiques. Nous avons un droit humain d'accès à l'eau potable, mais il y a des 3,4 personnes qui manquent des systèmes qui les protègent contre les maladies. Et comme cela a été dit, c'est le droit humain le plus basique pour la dignité de tout le monde. Bon, les toilettes, des systèmes qui sont inefficaces à travers nos villes les plus grandes et pas si grandes. Parmi les défis auxquels nous faisons face, nous voyons le besoin de services résilients qui ajoutent une dimension extra. Aujourd'hui, l'accent, c'est l'Afrique, l'urbanisation rapide que nous voyons dans pas mal de villes, y compris des villes secondaires, qui nécessitent plus de services pour tout le monde pour atteindre les ODS. Pour la gouvernance locale et régionale, nous savons que
pour aspirer à l'ODS 11 et avoir des villes durables. C'est pas possible sans l'accès universel aux services de l'eau. Comme cela a été dit, nous avons pris énorme délai à l'atteindre. Donc, le besoin ne pourrait pas être plus urgent que maintenant. Et c'est pour cela que nous avons des capacités et c'est où l'Alliance mondiale travaille pour renforcer le travail avec les fournisseurs de services dans la ville et nous avons besoin de partenariats et de l'innovation pour y arriver. Aujourd'hui, nous allons écouter parler du rôle de la technologie numérique, de finances durables et finalement, comment le gouvernement en Afrique et à l'échelle mondiale peuvent innover et prendre des exemples inspirateurs pour passer à atteindre l'objectif d'une sanitation adéquate et de l'eau pour tout le monde. Ceci dit, les panélistes ont déjà été présentés, mais permettez-moi de donner la bienvenue à Joshua Noya, Tenet Noya, qui vont partager des exemples de Kimasi. Joshua, la parole est à vous et nous serons inspirés grâce à votre expérience. Merci beaucoup, Madame l'animatrice. Nous sommes très honorés d'avoir eu cette possibilité de travailler sur la création de solutions d'accès à l'eau dans la ville de Kumali. Je m'appelle Joshua Tete Norte et merci d'avoir correctement écrit mon nom. Nous travaillons si fortement pour avoir du financement innovatif pour la création de la sanitation. Et la ville a développé un système de crédit pour les résidents de la ville. Mais pourquoi nous faisons attention aux services sanitaires? La raison pour laquelle nous le faisons, c'est parce qu'à présent, nous avons par exemple à Mogizumo, une ville à 22 000 habitants, 22 000 ménages dont 500 n'ont pas accès aux toilettes. Il s'agit d'une communauté jeune, la moitié de la population a entre 15 et 24 ans d'âge et 83% n'ont pas d'accès aux toilettes chez eux. Donc, comme vous le voyez, il doit résoudre à la rue. Vous voyez cette fille qui peut se laver ici dans la rue pour aller à l'école. Donc, la ville a vu qu'il fallait trouver une manière de résoudre ce problème pour octroyer des prêts pour la construction, autonomiser des filles à bâtir ces toilettes et faciliter les services d'hygiène. Une fois mis en œuvre, ce projet contribuera énormément à
ODD6 et l'objectif sera que vers la fin de 2025, nous aurons bâti 40 quelques toilettes publiques pour cette communauté et en même temps, nous aurons créé des sources d'emploi pour 120 jeunes de cette communauté. Donc, quelle est l'approche dans ces villes pour atteindre ces trois objectifs dont je vous ai parlé au début? Donc, tout d'abord, établir un fonds. L'objectif sera pour les personnes qui n'ont pas de toilettes chez elles et cela va être réinvesti. L'idée, c'est de ne pas perdre leurs ressources. Or, la communauté, donc la ville a décidé de former le jeune. Et il faut souscrire avec le bureau de projet. Et nous verrons qui est possible de construire. L'ingénieur prépare les offres à partir des conditions et nous les présentons auprès de la banque et l'officier de marketing se communique avec la banque et s'y enregistre. Et le matériau seront fournis pour donner les individus, les propriétaires de terrain, les indications pour construire. Une fois achevé, la banque est informée de l'achèvement et la banque sait à ce point-là que le repaiement de crédit doit commencer dès là. Ces projets peuvent ainsi être développés petit à petit. Alors, les résultats, 307 cabines de toilettes ont été construites. Nous avons ainsi pu avoir une construction de 307 cabines de toilettes et ainsi, nous avons 4451 personnes qui ont accès à des WC privés au sein de leur communauté. Nous avions auparavant des personnes qui n'avaient pas accès à des toilettes publiques aujourd'hui ou à des toilettes en général. Aujourd'hui, nous avons donc des familles qui ont pu avoir ces toilettes et accéder à des toilettes chez eux. Ce n'est plus les toilettes publiques auxquelles ces personnes ont accès. On voit que les femmes sont très contentes d'avoir ce système chez eux. Ça leur donne davantage de dignité. Et ce projet a permis d'entraîner 120 jeunes pour construire ces toilettes. On en a formé 50 de plus à la fin du projet. Et notre objectif maintenant, c'est de former 105 artisans qui peuvent commencer à travailler et à gagner de l'argent grâce à ce projet. Alors, un autre succès, le troisième, c'est une amélioration quant au recouvrement des prêts. Nous avons 144 propriétaires. 10 d'entre eux ont déjà remboursé 100% de leurs prêts. 54 ont remboursé 50% du prêt et 48 propriétaires ont remboursé moins de 50%. Donc, on a 80 à 90% de taux de remboursement des prêts, ce qui est un taux tout à fait positif.
Au niveau des caractéristiques clés de ce projet maintenant, hein, je vais vous les présenter. Au niveau des mécanismes de financement durable, nous avons mis en œuvre ce projet dans des communautés qui avaient des revenus bas. Ces projets doivent être adaptatifs, hein, dans leur conception. On exige une certaine flexibilité. Nous avons formé de nombreux jeunes, mais très souvent, ces jeunes n'étaient pas très intéressés. Ils voulaient gagner de l'argent rapidement, c'est tout, hein. Donc, il a fallu augmenter un petit peu notre approche. On a commencé à travailler avec des artisans qui habitaient un peu plus loin, qui n'étaient pas exactement dans cette communauté. On s'est rendu compte que on a aussi un taux d'inflation très élevé, ce qui a fait que les matériaux de construction coûtaient très cher et les propriétaires devaient payer plus d'argent. Donc, on a introduit un subside, hein, un prêt, qui a permis d'améliorer cette situation. C'est important aussi d'avoir une participation de toutes les parties prenantes parce que ces projets sont destinés à des communautés qui ont des revenus faibles, bas, hein. Donc, il faut obtenir la confiance de cette communauté. Mais pas toujours facile. Il faut faire cela de manière systématique. Il y a des personnes au sein de la communauté qui sont des défenseurs de ce type de projets avec lesquels on peut entrer en communication. Il y a, par exemple, dans notre projet, un système de distribution de bannières, de t-shirts, ce type de choses. Donc, on offre une possibilité aux personnes d'avoir leur propre toilette chez elles. Et c'est quelque chose qui est très valorisé. On aide les gens à apprécier cela, hein, la possibilité d'avoir leur propre toilette chez eux. Et les personnes auparavant avaient accès seulement à des toilettes publiques, devaient aller chercher de l'eau et c'est fini. Maintenant, ils ont un système beaucoup plus moderne et beaucoup plus pratique. Par conséquent, dans ces communautés, les leaders communautaires jouent un rôle très important au niveau de la mise en œuvre des projets. Il est clair qu'il peut y avoir encore des conflits, des problèmes d'entente, mais quand on a un leader communautaire qui participe au projet, cela permet de résoudre les problèmes. Il va toujours y avoir des petits désaccords, un manque d'entente au sein de la communauté, mais il faut aussi dire qu'il y a un suivi intégral avec un système d'évaluation qui permet d'avoir une équipe qui supervise la mise en œuvre du projet. Il y a un comité qui réalise ce travail et un des défis les plus importants que nous avons dû affronter lors de la mise en œuvre du projet a été le retard dans l'établissement de ces fonds de roulement. Il y a des endroits où ça a demandé vraiment beaucoup de temps. Et il fallait voir qui allait commencer à débourser ces fonds, ensuite qui allait acheter les matériels nécessaires, qui allait se charger de ce travail, qui était disposé à réaliser ce travail. Donc, on a eu de nombreux allers-retours, ça a demandé 18 mois, mais une fois que le contexte a été créé, on a pu rattraper le temps perdu et remettre les toilettes construites, hein, telles que prévues. Nous devions former une centaine de jeunes, ça a été fait. On a constaté que ces jeunes n'étaient pas très intéressés par ces compétences, donc on a formé une cinquantaine de jeunes. Ces jeunes voulaient obtenir de l'argent rapide et n'étaient pas très intéressés par le projet. Il a fallu les aider pour qu'ils prennent conscience des avantages qui pouvaient surgir de ce projet. Mais on constatait vraiment que les jeunes n'étaient pas très intéressés. La seule chose qui les intéressait, c'était
de gagner de l'argent. Donc, on a essayé de les convaincre de l'intérêt du projet, de l'intérêt de gagner cet argent en dollars aussi, qui est cet argent qui est versé en dollars, hein. Et bien sûr, l'inflation qui existe dans notre pays et le coût des matériaux de construction qui augmente, tout cela pose de graves problèmes. Lors d'une première phase, on devait construire 440 toilettes. Et lors de la prochaine phase, on ne va pas pouvoir construire 440 toilettes. Ça ne sera pas possible parce que l'inflation qui existe dans notre pays va avoir un impact sur le prix des matériaux. Par conséquent, il faut chercher des alternatives pour pouvoir réutiliser cet argent et acheter le matériel dont nous avons besoin. Voilà. Donc, je dirais que voilà, ça a été les différents défis que nous avons dû affronter pour obtenir ces financements durables pour fournir des services sociaux et dans ce cas-là, pour construire ces toilettes chez les gens, ces toilettes dans les domiciles des gens. Je vous remercie beaucoup d'avoir assumé cette initiative, de l'avoir réalisée dans le cadre de ce projet. On parle d'une question ici de dignité, hein, et je crois que ce que vous avez dit montre vraiment cela, hein, l'importance de développer certaines compétences aussi chez les jeunes. Alors, je vois qu'il y a des questions dans le chat. Peut-être que vous y avez déjà répondu, mais comment est-ce que vous faites pour encourager les jeunes à participer à cette construction de toilettes? Parce que d'après ce que vous avez dit, ce n'est pas si simple, même s'ils ont besoin de ces toilettes. Alors, est-ce qu'il y a des questions liées aux stratégies que vous mettez en œuvre pour garantir le remboursement du taux des prêts, par exemple? Et puis, une question aussi que je voulais vous poser à propos de la durabilité. Quel est le plan de maintenance qui existe pour ces toilettes? Est-ce qu'il existe un plan de maintenance et que faites-vous quand vous parlez de l'eau, de ces eaux, des égouts? Est-ce que vous avez un système d'égout pour les eaux les eaux usées de ces toilettes? Voilà. Eh bien, en ce qui concerne les jeunes, je dirais que nous essayons de leur faire prendre conscience, hein, de cette importance, hein. On parle de notre proposition, de la valeur de ce projet. On les aide à comprendre, accepter le projet. On leur explique que c'est un projet qui est important pour leur vie et pour notre vie. On fait un suivi systématique, on leur en parle de cela aussi, hein, pour pouvoir refléter la situation actuelle. Et puis, au niveau des prix, bien, nous avons quand même des prix assez compétitifs. Nous avons des cabines de toilettes qui coûtent environ 100 $, mais il y a des entreprises qui les paient moins cher, hein. Donc, la question des prix est importante. Et au niveau de la banque et des prêts bancaires, hein, on voulait augmenter les efforts dans ce sens parce que pour nous, les foyers ont été très satisfaits des résultats de ce projet. Il n'y a pas eu beaucoup de retard grâce aux leaders de la communauté. Et pour cela, il faut utiliser la pression sociale, hein, avant de passer à la pression légale. Donc, on essaie de renforcer ces encouragements auprès des gens pour que les gens puissent rembourser leurs prêts de façon à ce qu'on puisse continuer à travailler et que le projet reste durable et soutenable dans le temps, hein. En ce qui concerne des eaux usées, eh bien, nous avons
système avec une compagnie de traitement de ces eaux, ce qui nous permet d'avoir un traitement de ces eaux usées et des toilettes, hein, qui sont utilisées comme fertilisants, hein. Donc, nous avons différentes sources de fertilisants et l'objectif est que ces eaux usées qui proviennent des toilettes ne soient pas directement et ne s'écoulent pas directement à l'extérieur, mais soient traitées. Bien, alors, je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous souhaitez ajouter, si vous voulez encourager peut-être vos collègues, hein. Eh bien, je dirais que cela vaut la peine d'investir des ressources pour aider les communautés les plus pauvres, parce que pendant très longtemps, ces ressources n'existaient pas. Il faut aider ces gens pour qu'ils aient une aide et pouvoir avoir leur propre toilette chez eux. Il faut toujours essayer de ne pas imposer nos idées, mais essayer de concevoir tout cela avec eux. Car lorsque cela fonctionne de cette manière, les stratégies et la mise en œuvre seront positives. Merci beaucoup. Nous allons revenir ensuite, mais nous allons maintenant passer à David Moussonera qui va nous parler de son expérience. Allez-y, David. Bonjour, bonjour à tous. Merci de me donner la parole, de me donner la possibilité de participer à ce webinaire. Je suis très heureux de pouvoir vous raconter ce que nous avons fait à Kigali et de vous parler de certaines mises à jour concernant les réussites de ce projet et ce que nous avons pu faire. Voilà, c'est un projet qui s'assimile à celui de Koumassi qu'a présenté Joshua. Et donc, merci pour ce que vous avez fait. Bravo. Je dirais que ces projets visent à aider et les communautés les plus défavorisées et les communautés rurales. C'est un projet très important. Mon projet est le projet de défi des mers général à Kigali. Je peux vous dire que le projet était axé sur deux composantes où nous essayons de fournir une source d'eau aséquible et pour la première partie qui est la récolte des eaux pluviales. Nous avons un réservoir d'eau souterraine et un réservoir en hauteur qui permet la distribution de l'eau d'une façon plus moins chère pour les différentes unités. Et
Dès là, on fait la recherche des déchets et nous fournissons le conteneur pour distribuer le déchet. Et pour éviter les problèmes liés au transport des conteneurs, chacun a un senseur de niveau permettant de récolter le déchet quand il le faut. Vous voyez à droite quelques tâches que nous avons menées. Cette diapo montre la portée du projet. Il y a des personnes à bas revenus qui doivent faire face à des différentes stratégies ou problèmes pour avoir accès à l'eau. Donc, le gouvernement, avec la vision de la ville, se sont rendus compte que ces personnes avaient besoin des maisons dignes. Et maintenant, nous avons un projet de maisons dignes, décentes. Imaginez-vous ces personnes qui ont traversé ce processus de relocation, comment leur vie ils ont changé, les difficultés avec le nettoyage des maisons, et la consommation d'eau monte. Et cela est plus compliqué et c'est un fardeau pour ces habitants. Donc, voilà les cas sur deux parties du projet. Nous avons ces deux sites, Mpasi et Busanza, où le projet a été mis en œuvre. Comme vous le voyez ici, dans ces images, nous avons plus de 1000 personnes avec ce service de captation de l'eau. Nous avons aidé 322 ménages. Et ça, c'est en ligne avec les budgets dont nous disposons. Le gouvernement de la ville de Kigali fonctionne comme un projet de pilotage. Ce qui plaît, si nous allons discuter les problèmes liés à la gestion des produits, nous gérons l'installation dans ces quartiers, mais l'infrastructure ne suffit pas parce qu'ils n'ont jamais eu où ramasser de l'eau. Il faut des récipients, des conteneurs à la porte et cela crée des mauvaises odeurs. Et bon, bref, ces personnes souffrent de questions environnementales. Si nous faisons attention à la disponibilité, nous voyons que pas plus de 50% de ces personnes pouvaient transporter ces déchets. C'est-à-dire, le transporteur devait laisser le déchet là et cela entraîne des risques environnementaux. Nous pouvons dire que la ville a trouvé la solution. Et la solution a été à travers la mise en œuvre de stations de récolte de rejets, des senseurs, des capteurs et l'engagement des résidents et le capteur de niveau qui nous montre quel est le niveau de récolte. Comme vous le voyez ici, nous avons toute la séance ici.
Nous avons 3 récipients séparés dans le verre pour les déchets organiques et au centre, le plus petit, c'est-à-dire pour déchets électroniques, électriques. Tout cela a été construit et nous avons également le panneau qui ont commencé à opérer. À présent, les personnes essayent comment trier les ordures, etc. Bon, nous avons vu pas mal des avantages et d'impact, bien sûr. Nous avons mené quelques sondages à l'échelle des communautés locales et nous voyons comment les habitants y apprécient et quel est l'impact sur les habitants qui ont amélioré le nettoyage, l'hygiène. Nous voyons ici que le niveau d'hygiène est très bien ici. Et avec ces stations, ces installations, nous savons que c'est pas pour de longues distances, c'est pour des distances qui peuvent être parcourues à pied. Vous voyez comment l'entourage ici est propre et sain. Quand nous parlons du système pour la captation de l'eau pluviale, le problème était vraiment l'accessibilité et la capacité d'y accéder. Dans ces quartiers, ces districts, les personnes font face à nombreux problèmes et ils n'étaient pas capables. La mairie n'y avait pas accès dans 3 semaines ou même plus. Même quand il y a de l'accès et que les services est fourni, la plupart des personnes ne sont pas en position de payer leur compte. Donc, les personnes restent dans ces installations informelles. Mais après ça, elles peuvent trouver une solution. Sans emploi, sans revenu, c'est un énorme fardeau, bien sûr. Parfois, les personnes débranchent ou arrêtent d'utiliser leurs services, leur robinet. Et ça, c'est un fardeau pour les habitudes basiques d'hygiène. Par exemple, au lieu de prendre une douche 2 fois par jour, ils le font une fois tous les 3 jours. Vous avez encore 2-3 minutes avant de clôturer votre présentation. OK, merci. Je vais m'arrêter ici. Vous voyez les villes, les installations de service d'eau. Vous voyez ici le temps, le réservoir. Et ici, vous voyez comment c'est valorisé à l'échelle communautaire. Et 44% ont vu une réduction dans les consommations de l'eau. Je ne vais pas me répéter, vous voyez le bénéfice, les montants de factures pour les services se sont réduits. En ce qui concerne les défis, bien sûr, nous en avons quelques. Nous avons de l'inflation, nous avons des bas et retours et nous pouvons dire qu'en général, ce sont les bénéfices
Nous avons dessiné les plans en engageant les bénéficiaires, les récipiendaires, ce qui est très important pour eux. Quant à la durabilité, nous avons l'engagement des leaders locaux et des habitants. Tous vont y jouer un rôle spécifique pour pouvoir monitorer toutes les tâches et contrôler, gérer ces installations. Je ne peux pas finir sans vous parler des bénéfices. Bon, cela a été planifié. Nous avons déjà commencé à escalader les projets dans quelques quartiers de la ville qui déjà mettre en œuvre ce qui a été fait dans ces deux quartiers. Et deuxième point, nous avons commencé à travailler dans des projets de compostage pour utiliser les ordures bio. Ce que vous voyez dans la photo sont les personnes qui ont dit que leur vie, leurs habiletés ont amélioré et ce sont les choses que nous valorisons. Bon, merci beaucoup. Je ne vais pas prendre plus de votre temps. Et nous avons hâte de vos questions. Merci, merci beaucoup David. Félicitations. Nous avons beaucoup de questions qui sont arrivées, ce qui montre que le public est intéressé par ce que vous présentez. En tant que modératrice, je vais vous poser une question qui est dans le chat et une question de ma part, comme pour le premier intervenant. David, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelle mesure ce modèle peut être appliqué à d'autres projets de maisons de construction à Kigali? Est-ce que ça peut être appliqué au reste du pays? Est-ce que ça peut être amplifié? Et quel serait votre conseil en général pour les gouvernements locaux qui souhaitent reprendre cette pratique? Donc, si vous pouvez répondre à cela et ensuite nous passerons aux autres questions. On ne vous entend pas, hein? Oui, merci beaucoup pour cette question. Oui, c'est vrai, c'est très important. Eh bien, je dirais que c'est un petit peu compliqué, mais ce projet peut être amplifié. Nous avons donc ce projet et nous souhaitons amplifier ce projet. Le problème est le budget et la taille du projet. En général, ce qui est nécessaire, c'est de travailler dans des quartiers les plus défavorisés. Nous avons des systèmes pour capter l'eau et d'autres systèmes. On peut avoir des systèmes de réservoirs souterrains ou pas. C'est un système qui peut être étendu, donc amplifié. Et c'est important pour l'environnement, pour les pays qui s'intéressent à leur environnement. Et pour la deuxième question, nous considérons cela comme un petit projet, mais la communauté considère cela comme un projet de taille importante parce que cela a un impact sur la communauté. Certaines villes pensent que cela a peu d'impact sur les gens, mais c'est le contraire. Les gens pensent le contraire. Donc, je peux vous dire que, quelle que soit la taille de ce projet, il est très important pour les gens, un impact important sur leur vie. Surtout, il faut penser que ce sont des personnes défavorisées, hein. Bien, merci beaucoup, David. Nous n'allons pas poser davantage de questions puisqu'il y a déjà des questions dans le chat auxquelles vous n'avez pas pu répondre. Je vais prendre deux questions qui sont destinées à vous deux. Joshua peut commencer, ensuite vous continuez, David. Première question.
comment est-ce que vous surveillez, contrôlez l'impact à long terme sur la santé publique, le travail, etc., hein? Et ensuite, la composante de participation de la communauté est très importante dans vos deux projets. Comment est-ce que la communauté a permis de parvenir à un succès dans vos projets? Et est-ce que vous avez dû, à un moment donné, changer quelque chose dans vos projets en fonction des commentaires de la communauté? Allez-y, Joshua, et ensuite on donne la parole à David. Je vais commencer par la participation du public. Je dirais que quand on a un paiement en 3 fois, c'est la communauté, par exemple, qui a voulu que cela fonctionne comme ça. Donc, les gens ne peuvent pas construire ce type de toilette s'ils n'ont pas accès à un type de crédit. Et quand il s'agit de la mise en œuvre du projet, ces projets sont mis en œuvre dans différents endroits. Et pour les projets qui ont été réalisés dans la communauté, il est important de préciser certains points. Et le projet à l'origine était destiné à seulement la construction seulement de toilettes. Et puis on s'est rendu compte que on pouvait utiliser ce petit bâtiment qui était destiné aux toilettes de d'autres manières. Donc c'est une question de dignité. On peut modifier la construction et les plans de façon à avoir aussi un endroit pour se laver les mains dans ces toilettes, hein, offrir un petit peu plus. Et puis lorsque les prix augmentent à cause de l'inflation, nous essayons vraiment de travailler là-dessus parce que c'est difficile de tenir compte de la situation de notre pays et il est compliqué pour la communauté d'accéder à ces fonds dans ces conditions. On a vraiment besoin de travailler avec la communauté. Il y a parfois des conflits que nous ne pouvons pas résoudre. Et en fait, on travaille avec les leaders de communauté pour éviter d'avoir ce type de problème ou pour résoudre les problèmes qui surgissent. Voilà. Et quant à l'impact sur l'emploi et sur la santé de la communauté. Pour l'emploi, nous participons à des évaluations de marché de travail pour voir s'il y a une amélioration. Et nous faisons donc un suivi, nous recevons les commentaires des personnes et au niveau de la santé publique, nous avons une clinique de la communauté qui dit que les choses ont changé entre avant et après la mise en œuvre de ce projet. Il y a beaucoup plus d'hygiène grâce à ces toilettes. Donc, on constate que on peut contrôler la santé et l'hygiène publique et voir des gros progrès. Nous allons commencer une réunion et nous sommes allés sur le terrain la semaine dernière et nous allons reprendre un petit peu les données que nous avons pu obtenir sur le terrain et notre objectif est de contrôler la façon dont l'emploi a augmenté et la façon dont la santé des personnes s'est améliorée. Merci beaucoup. Peut-être David, est-ce que vous pouvez nous dire
comment vous avez travaillé sur la gestion des déchets et sur l'eau. Alors, quel est le plan que vous avez pour contrôler l'impact de votre initiative? Quels sont les indicateurs que vous utilisez? Et puis, une autre question, comment est-ce que la participation, pardon, de la communauté a modelé ce projet? Merci. Bien, merci beaucoup pour cette question. En ce qui concerne le contrôle de la santé publique pour la communauté, je peux vous parler de la ville. Nous avons eu des discussions avec le maire et avec les responsables au niveau de la ville et l'équipe de la ville avait l'intention de créer une gouvernance, une structure de gouvernance. Et donc, ils avaient une équipe qui travaillait de manière hebdomadaire sur ces questions et la ville a différents projets de construction, des projets de logement et donc on a mis en place une équipe et au niveau de la ville, cette équipe travaille. Cela veut dire qu'ils vont être responsables des communications pour voir comment les gens utilisent ces équipements qui ont été fournis, de façon à être sûr que tout a été mis en œuvre comme prévu, puisque l'équipe fonctionne et travaille déjà. Et puis, au niveau de la ville, il y a des personnes qui font un suivi de ce que fait cette équipe. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va mesurer l'impact de ce projet pour voir si ce projet et ces équipements fonctionnent bien dans le temps et si leur utilisation continue. Voilà. C'est comme cela que le plan a été élaboré. Au niveau de la participation pour l'équipe du projet, si nous avons l'impression qu'il y a quelque chose qui manque et que les gens nous le disent, si par exemple les gens à certaines étapes n'ont pas suffisamment participé, nous essayons de compenser parce que dans un cas, par exemple, nous avons eu une situation où les gens sont venus nous demander de faire certaines modifications au niveau de la hauteur, par exemple, certains éléments. Donc, les gens nous ont demandé, nous ont dit que c'était trop grand ou trop haut et qu'ils étaient plus petits et que nous devions modifier. À ce moment-là, nous l'avons fait. Donc, c'est important d'entendre ce que la communauté pense des équipements. Oui, merci beaucoup. Un exemple concret, tout à fait inspirant, qui montre l'importance de la participation de la communauté. Il ne faut pas laisser la communauté de côté lorsque l'on conçoit ce type de solution. Bien, en tant que modératrice, je vais devoir conclure. Je vous félicite tous les deux et je félicite aussi l'initiative de solutions locales des ODD qui a mis l'accent sur ces pratiques aujourd'hui. C'est une séance courte, donc nous ne pourrons pas aller plus loin et rentrer plus dans le détail, mais je pense que déjà au niveau de la modération, je me rends compte qu'il est intéressant de voir comment différents aspects sont couverts dans vos exemples. Donc, vous avez bien montré comment, grâce à cette composante de financement innovateur, à la possibilité d'encourager les gens à travailler dans ces domaines, et à analyser la participation de la communauté, tenir compte de l'aspect circulaire de l'économie, de la consommation d'eau. Donc, je pense que c'est très intéressant et je veux vous féliciter. Au niveau
de notre organisation, nous sommes intéressés par tout ce qui concerne les services de base, les logements et l'amélioration de la vie dans les villes. Et je veux profiter de cette occasion que j'ai pour vous dire qu'il va y avoir un congrès qui va avoir lieu à Bonn au mois d'octobre, qui va porter sur les services publics en général. Donc, je crois que ce serait très bien de pouvoir reprendre ces exemples que vous avez donnés aujourd'hui. Donc, nous pouvons partager ces innovations avec d'autres gouvernements locaux grâce à ce type de séance. Et je vous remercie donc à nouveau pour votre contribution. Mélissa, je vous donne la parole.